Le monde tourne. Direction la Birmanie, refusant de tirer sur leurs concitoyens. Les informations pullulent. Tout de suite, voici les informations. C'est le moment d'ouvrir la page internationale avec Ealichi Dorelas depuis Boston, Massachusetts. Mesdames, Messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver. Bienvenue dans la page internationale au grand journal du 14h, en direct depuis la newsroom dans la capitale des grandes universités du monde, Boston, Massachusetts, Ealichi Dorelas, pour présenter cette page internationale. Première sortie pour cette semaine. Bonsoir Joannel, bonsoir Rubens, bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel. Le G7 auprès de l'Ukraine, aussi longtemps qu'il faudra. Le groupe de 7 dirigeants a assuré son soutien à Kiev lors d'une réunion avec Volodymyr Zelensky, présent par visioconférence. Voici un reportage signé Euronews. Au deuxième jour de leur réunion en Allemagne, les membres du G7 se sont engagés à continuer à fournir un soutien financier, humanitaire, militaire et diplomatique à leur allié, l'Ukraine, aussi longtemps qu'il le faudrait. Les chefs d'État recevaient ce lundi matin par visioconférence le président Volodymyr Zelensky qui leur a demandé de faire le maximum pour mettre fin à la guerre qui ravage son pays depuis plus de 4 mois. Je pense qu'il y a une raison pour cette unité. Notre position est toujours très claire. Le président Volodymyr Zelensky ne peut pas conclure d'accord avec la Russie, donc, dans ces circonstances, le groupe du G7 et les soutiens de l'Ukraine dans le monde doivent continuer à l'aider à rebâtir son économie, à faire sortir ses céréales et évidemment à se protéger. Et c'est ce que nous allons continuer à faire. Lors de son intervention, le président ukrainien a précisé qu'il souhaitait que la guerre soit terminée avant l'hiver et un durcissement des sanctions contre Moscou. Depuis dimanche, les dirigeants ont annoncé une nouvelle série de mesures visant l'économie russe. Selon les États-Unis, le groupe réfléchirait à un mécanisme pour plafonner au niveau mondial le prix du pétrole russe. Le Canada et les États-Unis ont déjà interdit l'importation de l'or noir russe, mais la mesure est moins facile à mettre en place en Europe, qui importe un quart de son pétrole de Russie. Le sommet se tient jusqu'à mardi. Crise migratoire à Melilla, au moins 23 personnes sont mortes lorsque des migrants tentaient de pénétrer dans l'enclave espagnole de Melilla, depuis le nord du Maroc. L'enclave est l'une des 2 seules frontières terrestres entre l'Union européenne et l'Afrique. Voici un reportage signé CGTN News. Battus, meurtris, épuisés, difficile à croire, mais ces migrants africains sont les plus chanceux. Ils ont réussi à atteindre le centre d'accueil des migrants dans l'enclave espagnole de Melilla. Ils étaient les rares à avoir réussi à atteindre le territoire espagnol après de violentes escarmouches avec la police marocaine. Aux premières heures de vendredi, plus de 2000 migrants avaient tenté de prendre d'assaut la clôture bordant l'enclave. Les forces de sécurité marocaines ont tenté de les repousser, ce qui a entraîné des affrontements sanglants qui ont fait 18 morts et 76 blessés, bien que certains groupes de défense des droits de l'homme aient fait état de 27 morts. La police marocaine insiste sur le fait que la plupart des décès sont dus à des migrants tombant de la haute clôture et à l'écrasement qui en a résulté. Je veux envoyer un message de solidarité et d'engagement du gouvernement espagnol à nos forces de sécurité qui protègent notre souveraineté nationale et l'intégrité de notre territoire, en arrêtant toute tentative violente d'attaquer la clôture à notre frontière à Melilla. Cela s'est produit à cause de différentes mafias qui font le trafic d'êtres humains. La dernière décennie a vu des incidents similaires à Melilla et Ceuta, une deuxième enclave espagnole également sur la côte marocaine. Les migrants tentant de franchir la frontière terrestre de l'UE avec l'Afrique pour commencer une nouvelle vie sur le vieux continent. Tant que la frontière entre l'Europe et l'Afrique sera la plus inégale de la planète, quelle que soit la norme à laquelle vous vous référez, revenus par habitant, PIB, santé maternelle et infantile, pyramide de population ou des âges ou autres, nous continuerons à voir des gens désespérés chercher une vie meilleure. Donc la pression de l'immigration continuera. Les groupes marocains de défense des droits de l'homme affirment que les affrontements faisaient partie d'une intense répression de l'immigration clandestine depuis que les forces espagnoles et marocaines ont repris leur patrouille conjointe en mars. L'Espagne et le Maroc ont intensifié leur coopération
depuis que Madrid a adopté une position pro-marocaine sur le territoire du Sahara occidental que le Maroc revendique comme le sien. Cette incursion est la première depuis que les forces espagnoles et marocaines ont convenu de travailler plus étroitement les unes avec les autres pour patrouiller leurs frontières communes. Mais comme l'ont montré ces images, les migrants tentent de traverser désespérément et à tout prix la frontière les séparant de l'Europe. Direction la République démocratique du Congo, le cercueil de Patrice Lumumba à Chilatembo, le lieu du crime. Déchu, accusé en pleine guerre froide d'être communiste, Patrice Lumumba a été amené dans la localité de Chilatembo, à environ 50 km de Lubumbashi. Voici un reportage CD Africa News. Le cercueil d'émérite Patrice Lumumba est arrivé dimanche dans le Haut-Katanga, théâtre de son exécution. À l'intérieur, une dent, l'unique relique disponible conservée par l'un de ses meurtriers en guise de trophée. Le corps de l'ex-premier ministre ayant été dissous dans l'acide pour effacer toute trace de son existence. Pourtant, le souvenir d'émérite Patrice Lumumba reste intact. Lumumba, pour moi, c'est un maître en pensée. C'est quelqu'un qui a apporté l'éveil politique au Congo. Pas seulement pour lutter pour l'indépendance, mais aussi pour la suite. C'est-à-dire, il avait une vision de faire le Congo un pays uni, un pays fort. De l'émotion pour ce retour de la dépouille sur ce lieu des crimes donc. C'est ici que la vie du Premier ministre avait été abrégée en janvier 1961. Tout le temps que nous étions en route, j'avais des larmes aux yeux, j'étais en train de pleurer. C'est le lieu où on a décidé de l'achever. Et de l'achever parce qu'il avait ses idées, mais il n'était pas achevé. Ces gens-là se sont trompés. Ce qu'on peut retenir de Lumumba, c'est que Lumumba était l'héros aujourd'hui. Il est le héros national et puis il nous a enseigné l'unité et puis la cohésion pacifique. La dépouille d'émérite Patrice Lumumba sera inhumée le 30 juin à Kinshasa lors de la célébration du 62e anniversaire de l'indépendance du Congo. La guerre en Ukraine continue. Un missile russe a touché ce lundi 27 juin un centre commercial très fréquenté à Kremenchuk dans le centre de l'Ukraine, faisant des morts et des blessés, ont annoncé les autorités précisant que le bilan pourrait être très lourd. Sur le plateau de France 24, ça faisait la manchette de l'actualité. Bonjour à tous, un centre commercial est actuellement en feu en Ukraine. Un bombardement a touché le bâtiment où se trouvaient près de 1000 civils, d'après le gouverneur régional. L'attaque s'est déroulée dans la ville de Kremenchuk, c'est près de Dnipro. D'après le président Zelensky, c'est un missile russe qui s'est abattu sur ce centre commercial. Le maire de la ville assure qu'il y a malheureusement plusieurs morts et des blessés. Nous restons toujours dans la guerre en Ukraine. Zoom sur la guerre avec nos confrères de IA, l'émission L'extrait du Michel Midi. La question qui a été posée, comment le gaz de schiste est devenu le nerf de la guerre en Ukraine et pourquoi les prix du gaz ont explosé et accentué l'inflation. Écoutons un extrait de l'émission. Ce qui est intéressant à voir sur l'approvisionnement en gaz, c'est que donc, quand on a lancé les sanctions, on nous a dit on va bloquer les ressources financières de la Russie, on va l'empêcher de financer ses guerres. Et en réalité, l'effet est inverse. C'est-à-dire que la coopération entre la Russie et la Chine fait que la Chine va importe déjà et va importer de plus en plus de gaz russe. Et la Chine est en train de développer des installations notamment de stockage extrêmement importantes. Quel est l'intérêt des États-Unis à bloquer ainsi le partenariat entre l'Europe et la Russie? En fait, leurs provisions, leur stock de gaz naturel sont relativement limités. Il faut dire que le gaz naturel est le moins polluant au point de vue écologique, mais les États-Unis, ayant moins de gaz naturel, ont lancé sous Trump l'exploitation du gaz de schiste.
Alors là, je montre un schéma ici sur la manière technique dont ça se passe parce qu'il y a un grand problème de pollution. En fait, des camions citernes livrent beaucoup d'eau. Un camion à pompe injecte un mélange de sable, d'eau et de produits chimiques dans le puits. Le but est de fracturer les roches pour récupérer le gaz et stocker le gaz dans des puits et ensuite l'acheminer par des camions vers un pipeline. Donc, en fait, la fracturation des roches naturelles cause de grands soucis de pollution. Il y a toute une série de pollutions importantes qui ont été dénoncées. Et quand la France, il y a une quinzaine d'années, a voulu se lancer dans la production de gaz de schiste, je pense que c'est dans le sud de la France, on a eu énormément de manifestations. Les élus locaux ont rejoint les protestations et ont absolument... et finalement, ça a été totalement empêché et la France a renoncé à l'extraction du gaz par cette méthode polluante. Alors, ce qui est intéressant, c'est que l'Union européenne nous a fait des promesses très solennelles comme quoi on allait bien sûr écouter Greta Thunberg et toute la jeunesse et s'occuper de diminuer la pollution, d'avoir moins d'énergie polluante. Et là, en fait, ils sont en train de nous dire on va remplacer le gaz russe par le gaz des États-Unis qui est beaucoup plus polluant, qui va être beaucoup plus coûteux et qui donc va faire exploser inutilement, arbitrairement, les factures des ménages et des entreprises en Europe. Et là, je lisais un article du Wall Street Journal qui disait que effectivement. Et voilà, c'est la fin de la page internationale pour aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. La production est signée Ed Prod, réalisation Télé Beltop pour le camp de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel. Pour présenter cette page internationale, Erlich Dorelas depuis Boston, la capitale des grandes universités du monde. Coup d'œil sur la météo pour aujourd'hui. Boston, 77 degrés Fahrenheit, 25 degrés Celsius. Jacmel, 88 degrés Fahrenheit, 31 degrés Celsius. Bonsoir Jonel, bonsoir Rubens, bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel. Passez un excellent lundi et bon début de semaine à tous et à toutes. Bonsoir, à demain. C'était la page internationale avec Erlich Dorelas.